présente. Donc, je suis, comme on l'a nommé, je suis Nicolas Gendron, étudiant à la maîtrise en intervention et changement organisationnel plus précisément, donc à l'Université de Sherbrooke. Puis moi, je réalise un mémoire. C'est ça. Puis qu'est-ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui? C'est vraiment un beau partenariat avec un projet qui est dans un milieu très accueillant et d'actualité aussi, ce projet-là, pour répondre à des enjeux sociaux. Euh, Écologique. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment mon processus de recherche, mes premiers résultats qui sont toujours en cours d'élaboration, d'amélioration, d'itération, qui concernent l'étude de cas de l'ACR+, que vous avez peut-être visité hier soir. Donc, plus précisément sous un angle managérial, donc de sa collaboration intersectorielle et de sa gouvernance. Donc, c'est lui ici. Parfait. Donc, juste pour vous mettre un peu en contexte, je vais commencer par le besoin qui provient du milieu pratique. Donc, les porteurs de ce projet-là ont comme compris que leur parcours était assez singulier. Ils souhaitaient vraiment comme combler des lacunes dans la littérature scientifique, notamment en ce qui a trait aux symbioses industrielles ou territorialisées au Québec et ailleurs. Donc, l'objectif un peu de mon mémoire, c'est vraiment de documenter toute l'évolution du projet LASAR+, donc de comprendre c'est quoi le cas, d'en faire le bilan au niveau de la collaboration, puis au niveau de mon mémoire, vraiment de tirer des leçons de sa gouvernance. Donc, il y a plusieurs objectifs, mais aujourd'hui, je viens vous parler plus précisément de l'aspect de gouvernance de collaboration. Il faut distinguer de gouvernance collaborative. Donc, gouvernance collaborative, c'est plus au niveau des politiques publiques. Moi, je parle de la gouvernance vraiment du projet en tant que tel. Donc, le micro, je vais revenir là-dessus. L'ASA+, c'est quoi pour les gens qui ne savent pas? C'est vraiment une vitrine concrète de démonstration qui est issue d'un transfert technologique de l'université au territoire qui vise vraiment à venir modifier l'imaginaire collectif autour de l'écologie industrielle. La serre est considérée comme une serre algale hydroponique communautaire. Autrement dit, c'est vraiment des micro-algues qui traitent une recette de différentes eaux usées industrielles. L'eau qui est purifiée est ensuite acheminée dans des systèmes hydroponiques. Dans ces systèmes-là, il y a des légumes qui, bien évidemment, vont pousser et qui vont être redonnés aux banques alimentaires de la région. Puis il y a également une biomasse algale, donc toutes les microalgues sont aussi retirées des endroits où elles grandissent, puis elles sont transformées en contenants biodégradables par des procédés qui sont semblables à l'industrie des pâtes et papiers. Donc on comprend que l'initiative répond à plusieurs besoins concernant la transition socio-écologique, donc les grands défis, qui est un peu mon cadre contextuel problématique de mon mémoire. Puis la SAPLUS a aussi tout un historique d'une douzaine d'années avant d'arriver au prototype actuel, où plus de 15 partenaires sont nécessaires actuellement, qui forment une symbiose ancrée dans le territoire. Puis à ce propos, j'aimerais citer un article récent parce que je suis toujours en lien avec la littérature dans mon mémoire, là, avec mes résultats, je fais des itérations. C'est Avoyan et Hall qui indiquent que vraiment les stratégies d'économie circulaire ne peuvent pas simplement être copiées-collées d'un endroit à l'autre. Elles doivent être sensibles au lieu et gouvernées territorialement. Donc, c'est là que je viens faire un peu le pont avec le thème de cet espace aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi il est important de les comprendre individuellement avant de les comparer, d'où l'intérêt de ma recherche, puisque la SAPLUS combine vraiment plusieurs stratégies d'économie circulaire. Donc, j'ai dû transformer ensuite de ça le besoin en termes de recherche universitaire. Actuellement, plus précisément en lien avec mon domaine d'études qui est le changement organisationnel. Puis il y a plusieurs auteurs qui vont affirmer que la transition vers l'économie circulaire exige une transformation à la fois structurelle, culturelle et organisationnelle. Puis il y en a qui vont dire que c'est carrément comparable aux transformations qui ont eu lieu durant la révolution industrielle. Fait que c'est majeur comme espace. Puis, toutes les recherches existantes, beaucoup de recherches existantes actuellement se concentrent principalement sur des niveaux d'analyse qui sont plus macro, donc on parle des cadres politiques, des modèles économiques, ou méso, donc les flux de matière et les logiques industrielles territoriales. On en a abordé durant ce colloque. Puis la littérature scientifique, à travers tout ça, on le sait, reconnaît l'importance de la collaboration. Plus précisément, moi, j'ai décidé de m'ancrer dans la collaboration intersectorielle, qui est un sous-ensemble de la collaboration interorganisationnelle, mais c'est vraiment pour mettre l'accent sur le fait qu'il y a différents secteurs, donc secteur municipal, secteur des industries, secteur de la recherche, qui collaborent ensemble. Puis, elle est aussi particulièrement exigeante, cette collaboration. Elle est technocentrée, multiniveau, marquée vraiment par des asymétries de pouvoir et des logiques institutionnelles qui sont différentes, hétérogènes, ce qui rend sa gouvernance et sa coordination à la fois cruciale et délicate. Puis, il manque justement encore d'études empiriques là-dessus. Là. J'ai plusieurs auteurs qui le mentionnent sur les processus concrets, puis les processus concrets et les conditions de succès de cette gouvernance. C'est pourquoi j'en ai fait mon objectif de recherche et sous une question de recherche qui est comment la collaboration entre les acteurs aux intérêts divergents est-elle coordonnée, régulée et mise en action. Je mets l'accent sur ces mots ici,
parce que c'est eux qui vont, mes résultats vont traduire ces mots-là par après. Donc, j'ai d'abord monté une base conceptuelle qui est un peu ma lunette abordée le cas ici. Donc, j'ai pris le temps de lire, mettre en relation plusieurs des éléments que d'autres chercheurs, des chercheurs ont abordés dans le domaine, découvrir des nouvelles perspectives pour vraiment avoir une assise afin d'observer, analyser et réfléchir avec le cas que j'étudie. Donc, je propose un cadre intégrateur ici, où est-ce qu'on retrouve le processus de collaboration au centre ici, avec ses antécédents ainsi que ses retombées. Pour ce qui est l'étude que je vous présente aujourd'hui, je suis vraiment ancré ici au centre, où est-ce qu'on voit le triptyque partie prenante, structure et processus, qui représente vraiment la gouvernance à ce moment-là. La gouvernance se retrouve à l'intersection, selon la littérature, de ces trois pôles-là. Puis moi, j'amène aussi une perspective de micro-gouvernance pour vraiment saisir les fonctions et les pratiques qui sont déployées par les leaders de la collaboration afin de maintenir un environnement durable et sain. Donc, je présente en quelques mots ma méthodologie également. Donc, j'approche la recherche selon une méthode qualitative. Donc, le but, c'est vraiment de saisir le phénomène de gouvernance de collaboration. Donc, c'est sûr que la subjectivité est présente dans ma recherche, dans le sens où les personnes qui ont participé construisent leur propre compréhension de la réalité. Puis moi, je construis la réalité à partir de leur compréhension. Fait que moi aussi, j'arrive avec mes expériences puis mes intérêts en tant que chercheur. Et je combine tout ça. C'est à travers une collecte de données qui triangule tout ça. Donc, c'est ma base principale et des entrevues de semi-dirigées auprès de 15 personnes participantes. Donc, il y a des personnes que j'ai passé plusieurs mois d'entrevue parce qu'il y avait beaucoup de choses à me dire. Puis, sinon, j'ai plus de 30 documents qui sont analysés. Donc, là, on parle de compte rendu, des demandes de subventions, des rapports, etc. Puis de 3 observations non participantes, dont 2 de comité de gestion et une observation lors de l'inauguration du projet Lazarus. Rapidement, mon analyse de données, elle s'est faite en 3 temps. Donc, j'ai d'abord mis des unités de sens très proches des données à travers des fiches synthèse. Donc, je prenais vraiment mes verbatims, je transmettais ça dans une page blanche, puis je m'annotais des choses. C'est un peu mon carnet de notes ici. Puis à partir de ce carnet de notes-là, avec les unités de sens, j'ai monté une analyse transversale dans un logiciel. Donc, plutôt qu'utiliser les verbatims, j'ai vraiment utilisé mes fiches synthèse pour venir comme surligner tout ce que j'avais noté. Puis avec ce qui était surligné, j'étais capable de monter d'un cran, donc des catégories plus haut pour comme ensuite de ça pouvoir conceptualiser en fin de compte. Puis j'ai conceptualisé avec une carte mentale ici pour placer mes grandes catégories. Puis ça me permet aujourd'hui de vous présenter mes résultats d'analyse. Donc, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un aperçu. Ils sont toujours en cours d'amélioration. Donc, en montant d'abstraction, vraiment, j'ai identifié 3 dimensions qui sont très, très liées entre elles, sont intimement liées, qui expliquent le fonctionnement de gouvernance de collaboration du projet d'économie circulaire que j'ai étudié, donc celui de la SAFPLUS. Donc, si on commence par le centre ici, l'architecture socio-relationnelle. C'est comme ça que je l'ai nommé parce qu'il y a beaucoup de relations qui se passent à travers ce projet-là. Puis on s'intéresse vraiment à la manière dont la collaboration ici est structurée, son squelette, ou vraiment l'agencement central qui est comme la fondation un peu de tout ça. Puis c'est ça, mes résultats, ils vont montrer que la collaboration, elle suit une configuration qui est relativement non hiérarchique, mais tout de même stratégiquement structurée. Donc, on retrouve vraiment une forme d'interdépendance entre tous les partenaires. Puis ça, c'est soutenu par une assise institutionnelle qui est crédible. Donc, ça provient vraiment des porteurs financiers qui sont une municipalité, puis une industrie qui est vraiment bien implantée sur le territoire. Il y a un élément particulièrement important dans cette architecture, c'est les individus pivots qui sont au centre de tout ça. Puis ces gens-là, ils ont vraiment un rôle d'orchestration dans la collaboration. Fait que c'est eux qui vont venir traduire les intérêts entre les partenaires, qui vont assurer les liens entre les dimensions stratégiques et opérationnelles, puis qui vont maintenir la proximité relationnelle nécessaire au projet aussi. Puis ça, c'est en grande partie grâce à leur légitimité scientifique, qui devient un important levier de mobilisation. Ensuite de ça, l'architecture repose aussi sur une différenciation des rôles. Donc, c'est le troisième ici au B. Les partenaires vont contribuer de manière complémentaire dans le projet. Puis, ils ont chacun des expertises distinctes qui, ensemble, vont créer cette symbiose autour du projet. C'est dans cette perspective de soutien, presque à la demande, que les partenaires vont agir selon les besoins ponctuels du projet. Donc, c'est les individus pivots ici qui vont aller chercher les partenaires au bon moment quand ils en ont besoin. Ils vont pas les solliciter tout le temps, ils vont juste les solliciter au moment opportun.
Ensuite de ça, il y a la régulation relationnelle en haut ici. Donc, on parle de mécanismes qui permettent aux partenaires de maintenir une dynamique collaborative saine, malgré leurs intérêts et réalités divergentes. Donc, dans le cas étudié, ça passe beaucoup par l'ancrage autour d'une vision partagée. Cette vision partagée, c'est vraiment le fait de rendre concret la viabilité de l'innovation circulaire, puis de générer des retombées territoriales qui sont bénéfiques pour tout le monde. Puis ça agit vraiment comme un point de convergence entre tous les acteurs. Puis il y a aussi l'aspect sur reconnaître les intérêts, le créneau et l'autonomie des partenaires. Donc ça, c'est que les partenaires ne collaborent pas nécessairement pour les mêmes raisons, mais le projet réussit à maintenir leur engagement et permet une certaine préservation de leur autonomie et de leurs créneaux respectifs. La régulation, elle s'appuie aussi sur la confiance dans la collaboration, qui se manifeste par l'absence de mécanismes de contrôle très rigides, par la reconnaissance du partenariat comme un espace qui est non contractuel, mais qui fonctionne bien, puis qui a aussi une crédibilité scientifique qui soutient le projet. Puis dernièrement, l'activation opérationnelle. Déjà, je vais plus vite, je l'avais pratiqué, puis ça va plus vite que prévu. OK, pardon. Parce qu'il me reste encore un peu de contenu. Donc, l'activation opérationnelle, c'est vraiment la manière dont la collaboration va prendre action. Donc, c'est les différentes activités collaboratives, par exemple. Donc, par activité collaborative, je parle des rencontres qui sont formelles, informelles, des ateliers de co-création, des processus de concertation et de prise de décision qui permettent vraiment la coordination entre tous les acteurs. Puis mon analyse montre également qu'il y a une gestion de l'instrumentation financière et de tous ces défis qui est à la fois un déclencheur de la collaboration, parce que sans le financement, il n'y aurait pas eu le projet, évidemment, mais qui est aussi qui amène un effet un peu plus structurant, parce que c'est par là que la reddition de comptes passe, notamment, mais il y a aussi des défis parce que c'est deux subventions qui sont derrière le projet, puis ils n'ont pas le même langage, fait qu'il faut réussir à trouver des accords, des ententes à travers tout ça. Puis il y a des règlements municipaux qui s'ajoutent là-dedans, fait que ça vient créer beaucoup de choses. C'est pour ça que je pense aux incertitudes et contraintes collaboratives qu'il faut réfléchir aussi, parce que la trajectoire est non linéaire de cette collaboration. Et les partenaires doivent continuellement s'ajuster aux contraintes techniques, réglementaires et organisationnelles. Donc, le projet évolue à travers différentes reconfigurations et périodes d'incertitude. Donc, dans l'ensemble, on peut dire que la collaboration ne repose pas uniquement sur des structures formelles, mais aussi sur des mécanismes qui sont beaucoup relationnels, puis on le retrouve là, ici relationnel à beaucoup de places, puis on l'entend de plus en plus parler dans l'économie circulaire, l'aspect humain derrière le projet. Puis c'est ça, il y a des personnes qui ont des rôles clés dans la collaboration. Il faut qu'ils soient capables de s'ajuster de manière constante avec toutes ces incertitudes. Mais là, pour rendre tout ça un peu plus imagé, j'ai créé une synthèse métaphorique. Ça n'a pas l'objectif de créer une théorie ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour vous montrer un imaginaire. Puis l'imaginaire est vraiment tiré de mes résultats. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de on gravite autour du projet, c'est satellite à l'objectif principal. Encore une fois, on gravite autour, on est là pour les appuyer. Donc, on comprend que les partenaires sont autour d'un noyau d'individus que j'ai présenté avant, qui sont au cœur du projet. Fait qu'il s'agit de voir ici la gouvernance de collaboration de la CR+, plutôt comme un écosystème gravitationnel qui est structuré autour d'un groupe d'individus pivots. Donc, les gens tournent autour de ce groupe-là. Puis, ces individus pivots sont capables d'exercer la micro-gouvernance que je vous ai montré tout à l'heure dans le cadre. Puis, c'est à travers celle-ci qu'il y a des dimensions et des mécanismes que je viens de vous montrer qui fonctionnent. Puis, ce groupe a réussi à générer un champ relationnel qui a été capable de coordonner et stabiliser les partenaires aux intérêts divergents. Puis, on va aller encore plus loin, j'ai créé le graphique qui représente un peu ce que je viens de vous expliquer. Donc, on retrouve les trois dimensions ici, donc l'architecture, la régulation, puis l'activation. Les couleurs sont en concordance. Donc, ici, il y a vraiment le noyau central. Les individus pivots sont associés ici à deux entités. Puis, ils forment comme le noyau principal avec le projet au centre. Puis là, on recule d'un cran, il y a une autre orbite, j'appelle ça les orbites ici, où est-ce qu'il y a des partenaires qui sont autour, qui gravitent autour. Il y a une autre orbite encore plus loin. Fait que les orbites, c'est comme les plans de partenaires. Plus ils sont proches, plus ils sont importants dans la collaboration. Ben, tout le monde est important, mais plus ils ont un impact, on va dire, dans la concertation, puis les décisions. La régulation relationnelle, c'est un peu les forces d'attraction vers le projet. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont mentionné que le projet attire. Donc, pourquoi il attire? Ben, c'est ce que je vous ai présenté tantôt. C'est la vision partagée qui produit les bénéfices, c'est la confiance, c'est l'autonomie. Fait que ça, je le répéterai pas. Puis ensuite de ça, on a tout ce qui met le système en mouvement ici. Donc, l'instrumentation financière, les contraintes et tout ça. Donc, ça, c'est pour donner un peu plus de sens, puis un peu marquer l'imaginaire, puis comprendre un peu plus la gouvernance de ce point de vue-là. Puis pour ce qui est de la suite,
Ben, on aimerait quand même transformer tout ça en feuille de route pour de futures initiatives semblables au Québec, et que ce soit des futurs surplus ou d'autres choses en économie circulaire. Puis sinon, de mon côté, moi, je continue mon mémoire, discussion, il faut que j'amène les limites, il faut que j'amène aussi tout ce qui est les pistes de recherche futures, puis continuer à me former dans ce champ-là aussi que je trouve exceptionnel. Donc voilà ce qui conclut ma présentation. Puis merci à tous les partenaires, dont le RMS. Excellent. Merci beaucoup. Très intéressant. Puis, peut-être il y a une, deux questions. N'hésitez pas. Oui. Oui, merci Nicolas pour cette présentation. Surtout aussi je remercie aussi Pierre pour la visite qu'on a vue d'une manière directe. Et j'ai une question juste par rapport les acteurs, en fait, parce que vous avez parlé de la gouvernance, la feuille de route, etc. Hier, on a vu qu'il y a 25 partenaires à peu près. Donc, je pense, est-ce que le modèle 25, parce que plus on élargit en fait les partenaires, plus la prise de décision c'est un petit peu difficile parce que il faut prendre en considération les parties prenantes, etc. Donc, dans le cadre d'une approche participative. Et donc, une feuille de route pour ce modèle, est-ce que, selon vous, quels sont les déterminants pour faire réussir en fait ce modèle dans une autre ville, etc. Sachant qu'il y a aussi un aspect qui est très important hier qui a été évoqué, c'est la dimension politique. Peut-être ici, ils ont cette approche politique en fait vers tout ce qui est économie circulaire, peut-être juste à côté, non. Mais selon vous, d'après ce que vous avez, quels sont les déterminants selon vous pour faire réussir ou bien pour élaborer cette feuille de route dans les perspectives? Merci. Ben, c'est plutôt, si on vient, c'est pas mal, la feuille de route va comme ressembler à ça. C'est un peu ces actions-là qu'il faut réfléchir. Et au niveau du nombre de partenaires, la SAPLUS affiche 25. Il y a des commanditaires là-dedans. Fait que si on retourne ici, j'ai comme des commanditaires ici qui sont plus loin. Mais pour rassembler tous ces personnes-là autour de la prise de décision, moi, je me suis vraiment ancré dans cet aspect de micro-gouvernance. Fait que c'est de s'assurer que ce soit des instituts clés qui vont prendre des décisions à partir de concertation. Fait que les décisions ne se prennent pas durant des rencontres qui durent 3 ou 4 heures autour de la table. Ces rencontres-là sont pour brainstorm, pour réfléchir ensemble. Puis après ça, on comprend les visions de tout le monde, on comprend les intérêts de tout le monde. Puis il y a un petit comité qui va se mettre autour de ça avec toute l'information, puis il va rassembler, puis il va être capable de dire, OK, on va prendre cette voie-là plutôt que celle-là, parce que cette voie-là correspond à, on va dire, le plus grand nombre d'indicateurs qui a été nommé dans le sous-groupe. Fait que c'est vraiment le détail de cette dimension ici que j'ai pas mis partout parce qu'il y a du détail en dessous, là. Mais c'est dans cette partie-là que ça se passe beaucoup pour la feuille de route. C'est sûr que on parle d'un cas unique actuellement. Je peux pas je peux le transférer à d'autres choses, mais je peux pas répliquer exactement tout ça. C'est vraiment un exemple. Merci. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation super intéressante. Justement, dans cette diapositive, je trouve que c'est intéressant et c'est toi qui as pris le soin de le faire, mais toute la gouvernance est présentée sous forme de verbe d'action. Oui. Ça me fait vraiment penser que la gouvernance est un processus dynamique, puis l'équilibre de la gouvernance est aussi dynamique. S'il y a certains des acteurs centraux dont tu parlais qui arrêtent leur action, ça risque de bouleverser cet équilibre-là. La question que je me pose, qui est plus sur tes dernières diapositives, celle où il y a les trois, voilà, c'est ça. Au passage, l'architecture socio-relationnelle, tu la présentes aussi avec un verbe d'action. Donc, c'est une architecture, mais c'est une architecture qui est dynamique. Qui est dynamique, en fait, qui émane, qui résulte d'un processus dynamique. Et donc, ma question, j'ai l'impression que dans tes trois niveaux, dans tes trois logiques de gouvernance, les trois sont dynamiques. Est-ce que tu as pensé à une relation entre les trois où il y aurait l'une entretient l'autre ou l'une résulte de l'autre ou influence l'autre? Ben, c'est une des critiques aussi que j'ai eues parce que je suis en co-direction, donc Anne-Marie ici, puis il y a Sofiane Baba aussi. Lui, il m'expliquait, c'est ça, comment on intègre ces trois dimensions. J'ai eu cette réflexion aussi. À mon sens, pour l'instant, c'est l'idée gravitationnelle qui inclut, c'est ce modèle-là, et de les relier entre elles exactement, parce que c'est ça, j'ai de la difficulté dans les résultats actuellement. J'ai l'impression qu'il y a des résultats qui vont toucher plusieurs dimensions à la fois.
Il faut que j'arrive à le faire représenter ici. Parce que là, c'est comme si c'était des cases, si je comprends bien, c'est ça. C'est plus, on dirait que c'est comme désarticulé, peut-être. Non. Non, plutôt dans l'autre graphique, on voit trois logiques ou trois formes d'action ou de régulation qui contribuent à la gouvernance. Oui. Et la question, c'est comment sont-elles reliées les unes aux autres? Comment s'influencent-elles mutuellement? OK. Si elles s'influencent mutuellement. Ben, Ce serait intéressant. Et puis après, à relier avec la littérature plus large sur la gouvernance et est-ce que cette articulation-là. mais c'est ça, je pense que je suis pas encore rendu là. C'est peut-être dans la discussion qui va comme intégrer tout ça dans le mémoire. Mais tu fais réfléchir les gens, en fait. C'est bon. C'est bon. Excellent. Ben, merci pour le commentaire. Merci beaucoup. Dernière question. Mais c'est Oui. une question qui est plus en lien aussi avec le commentaire de Guillaume sur l'aspect dynamique du processus. Et en fait, dans ton discours, tu parles beaucoup de traduction, de prendre en compte les besoins de chacun qui sont différents et de traduire dans un autre langage. Et ça m'a fait penser à toute la littérature sur le cas de la traduction de Palon et Latour. Et je me dis que ça pourrait justement aider derrière dans la partie discussion. Et puis ça peut peut-être répondre à ton commentaire, Guillaume. Ça peut être une piste peut-être pour cette partie discussion qui serait à venir, qui permettrait d'articuler aussi les trois niveaux. Donc voilà, une suggestion. Je fais partie d'auteurs que j'aime. Ok. Dernière petite question. C'est une question pour compléter sur l'acteur. Pour moi, pour compléter avec les littératures sur les intermédiaires systémiques, qui jouent justement ce rôle d'acteur pivot finalement dans les écosystèmes. Oui, c'est ça, je voudrais essayer de lier c'est les boundary spanners aussi. Et c'est un peu, je pense, c'est un peu le même thème. Parfait, merci beaucoup. Merci encore une fois.